Bonjour, bonsoir. Alors, quelles sont les différentes méthodes pour installer un serveur Linux? Euh, alors, tu le sais sans doute, pour installer un serveur Linux, il y a différentes façons qui sont plus ou moins professionnelles. Il y a des façons qui sont manuelles, il y a des façons un peu plus assistées et des façons automatique ou presque complètement automatique. Et toutes les méthodes ne se valent pas et il y a des différences entre elles. Alors moi je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis 1997. J'ai surtout appris les 2 premières années et ensuite j'ai complété mes compétences au fil de l'eau. Alors il y a certaines compétences récentes que je n'ai pas, voilà, parce qu'à un moment donné il faut bien, on peut pas tout savoir et il faut parfois se limiter. Parce que voilà, les compétences, c'est très large et on ne peut pas tout apprendre tout le temps. Donc, je propose des prestations en administration système et éventuellement, voilà, pour ceux qui s'intéressent, on peut installer un serveur ensemble et voir comment s'y prendre pour bien faire les choses. Donc, évidemment, j'ai une liste de contacts que tu peux trouver sous la vidéo, tu peux t'inscrire et j'envoie de temps en temps des conseils privés, des emails qui ne sont pas envoyés en vidéo, là, comme ça. Il y a des mémos techniques que j'utilise. De temps en temps, ça m'arrive d'en publier. Alors, pas très souvent, mais je le fais aussi. Soit sur mon site internet, soit au travers des vidéos comme ça. Et j'ai un canal, un serveur Discord, si ça t'intéresse. Alors, je viens de te le créer. Ça peut servir d'entraide si tu as besoin d'entraide autour de l'administration système Linux. Tu peux éventuellement t'y connecter. Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu trois méthodes, pour installer un serveur. Donc, il y a la méthode voilà, manuelle qui consiste à installer le serveur au fil de l'eau. Alors, là, je vais peut-être... alors, parce que moi j'ai un autre écran en face là. Je vais bouger ça. On va retourner là-dessus. Alors ça c'est mon... Alors juste une seconde. Je retrouve ma fenêtre là. Alors, je vois qu'elle est toujours là. Alors, voilà, ça y est. Krita. Hop. Voilà. Donc, là j'ai fait un point. J'ai fait un point. Donc, je vais reprendre le crayon là. Donc la méthode manuelle, en fait, c'est... Alors, et encore dans la méthode manuelle, on va dire qu'il y a deux méthodes manuelles. Il y a la méthode où je me retrouve avec un serveur, un VPS par exemple, un VPS OVH, enfin, peu importe, vide, enfin vide. Il y a juste un système, par exemple Debian, et là, ce que tu as envie de faire, c'est d'installer, par exemple, WordPress. Là, tu dis, bon, là, comment je vais m'y prendre? Je cherche sur Internet des mémos. Il y a un petit mémo qui dit qu'il faut installer Apache, mais il le dit pas vraiment entièrement, ou il dit pas le mémo exactement comment bien s'y prendre, mais en tout cas, bon, il y a un petit mémo. Donc, tu suis le mémo. Donc, après avoir suivi le mémo, donc il y a Apache qui tourne ici, là. Parfait, il tourne, en supposant que tu aies réussi à l'installer, que tu aies réussi à le configurer pour que Apache il délivre plus ou moins des pages HTML sur Internet. Et tu dis maintenant, il faut installer PHP. Donc tu trouves un autre mémo qui t'explique qu'il faut installer PHP ou l'activer. Donc là c'est pareil. Donc tu installes PHP à côté. Donc ok, ça c'est fait. Donc maintenant il peut aussi délivrer le PHP. Et ensuite tu vas aller chercher. Tu as besoin d'une base de données. Donc on te dit qu'il faut installer soit MySQL, soit MariaDB. Donc c'est pareil, tu vas l'installer là, dans le serveur.
puis ainsi de suite. Tu vas suivre comme ça plein de mémos un peu partout. Tu vas prendre un peu de temps et au bout d'un certain temps, tu auras un serveur qui tourne. Voilà. Sauf que tu as suivi un peu des bouts de recettes un peu à droite à gauche. Sauf que là, ce que tu n'as pas fait et que tu as oublié, c'est qu'il n'y a aucune sauvegarde. Que tout est installé un peu n'importe comment, c'est-à-dire que si le serveur est détruit ou il faut le refaire, de toute façon, tu n'es pas capable de resuivre le mémo parce que tu les as perdus de toute façon, les mémos. Donc tu sais pas où ils sont, donc de toute façon, voilà, c'est installé, ça fonctionne, mais tu n'as aucune maîtrise du serveur. La sauvegarde, éventuellement, tu vas penser à la faire, tu vas aller recopier des fichiers. Tu auras vu des fichiers sur le serveur, les fichiers PHP, tu les as recopiés, et tu as vu un répertoire où il y avait la base de données. Par exemple, var, le répertoire qui s'appelle var lib slash MySQL. Tu te dis, bah, c'est bien, je vais aller recopier le répertoire là, je le mets dans la sauvegarde, sauf que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est mieux que rien, mais on peut pas sauvegarder une base de données comme ça, là. Une base de données, c'est quelque chose de vivant. Et pour la seule façon de la sauvegarder, c'est d'exporter sous fichier SQL. Il faut exporter la base avant de faire la sauvegarde. Alors c'est pas, j'ai pas barré là. Avant ça, donc 1, ça, 2, sauvegarde. Et 3, il faut sortir la sauvegarde du serveur. Évidemment. Hein. Sinon, voilà, si tu perds le serveur, tu as tout perdu. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça, de méthodes ou de mémos. Ils sont pas là, ils sont pas expliqués là dans les petits mémos que tu as suivis. Donc en fait, tu maîtrises absolument rien. Donc ça, c'est une méthode, on va dire, manuelle avec des bouts de mémo. Il y a la méthode manuelle aussi, avec des mémos déjà bien faits. Il y a un bon mémo, et j'en ai fait sur mon site internet, il y en a. Un mémo qui montre de A à Z. Alors c'est pas de A à Z vraiment, mais qui montre comment bien installer les serveurs, mais de toute façon, voilà, il va manquer quand même des sauvegardes. Même si tout est bien installé et nickel à l'intérieur, il va manquer les sauvegardes, et puis peut-être un peu d'expérience, mais au moins, bon, déjà, c'est vrai que c'est un peu mieux. Donc déjà, on arrive au deuxième niveau de la compétence, c'est d'avoir un bon mémo à suivre. Sauf que, voilà, c'est une méthode. Il y a une troisième méthode qui consiste... Alors du coup, je vais la faire là, parce que j'ai plus de fenêtre, là. Alors... Ah oui, alors je peux être très malin. Alors juste une seconde. Dupliquer. Voilà. Dupliquer. Voilà. Donc l'autre méthode qui est utilisée par beaucoup de monde, c'est d'utiliser un panneau de configuration. Donc, au lieu d'avoir un serveur avec juste le système Debian, par exemple, certains vont installer, par exemple, Plesk, donc, qui est un logiciel propriétaire, qui sert à piloter le serveur. Donc, il te donne une jolie interface sans que tu en comprennes les conséquences. Il va configurer le serveur pour mettre les sites internet, mettre les bases de données, etc. Sauf que tu verras que cet outil, la Plesk, respecte absolument aucun standard des serveurs Linux. En fait, la Debian ne sert absolument à rien. Il se sert juste comme Debian ou autre. Il se sert de ce système juste pour s'installer lui, mais Plesk, c'est une distribution, c'est quasiment une distribution Linux à part entière. Il n'y a rien qui est comparable. Il met des fichiers dans ses propres répertoires. Quand on arrive dessus, il y en a... En fait,
Y a rien qui est vraiment standard dans le fonctionnement et donc ça rend difficile les interventions. En plus, c'est pas très stable. Ça tombe statistiquement, il semblerait que ça tombe plus souvent en panne que les autres. Donc, et en fait, comme les personnes qui utilisent Plesk ne connaissent pas l'administration système, donc sont pas capables d'intervenir, et quand il faut faire intervenir quelqu'un, il faut quelqu'un qui sache exclusivement utiliser Plesk. Et en fait, je trouve ça dommage de mettre une belle interface devant un système qui est pas bon en fait derrière. Voilà, il y a des distributions là, qui sont faites par plein de personnes. Ils passent du temps à peaufiner le système pour que ce soit propre. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est quand même de respecter un peu le système et de faire de faire les installations dans les règles de l'art. Donc ça, poubelle. Donc, il y a une autre interface qui est pas très belle. ISP-config, qui est non packagé, donc ça non plus, c'est pas bien non plus. Il n'y a pas de package Debian, donc ça c'est pas forcément une bonne idée non plus. Qui est en PHP, donc alors celui-là je sais pas si c'est en PHP ou pas. Le fait est que ce soit cette interface là ou celle-là, de toute façon c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée potentielle aux pirates. Donc il faut faire très attention aux interfaces et aux panneaux de configuration. Donc celui-là, il tourne sur le port 80-80. Donc ce qui est possible de faire, c'est de régler... Alors, si tu as une adresse IP fixe, ce que je te conseille chez toi, si tu n'en as pas une, bah, change de provider, mais il te faut une IP fixe ou utiliser un VPN éventuellement pour n'ouvrir ce port-là que depuis ta propre adresse IP. Donc depuis chez toi, ta maison. Là c'est pareil pour Plesk, il faut protéger le port. Je ne sais pas sur quel port il tourne. Si c'est... j'ai aucune idée. Donc il faut protéger au mieux ça parce que s'il y a une faille de sécurité qui est découverte là ou dans un autre panneau de configuration, c'est dramatique. Donc il faut quand même faire attention, il faut maintenir à jour ces panneaux de configuration pour éviter d'avoir des problèmes. Donc moi je connais celui-là, je sais comment il fonctionne. Donc si tu veux ne pas forcément avoir tout installé manuellement, etc., mais avoir quand même une interface, voilà, tu peux prendre celle-là. Celle-là respecte le système. Donc il y a quand même évidemment quelques répertoires de configuration, mais tout est propre en fait, il n'y a pas de surprise, c'est quand même assez bien fait, même si voilà, ça pourrait être largement beaucoup mieux. Voilà, mais en tout cas, ce sera déjà mieux que Plesk. Il y en a d'autres que je connais moins, mais qui sont propriétaires, mais je pense qu'ils sont pas trop mal. J'ai plus les noms, il y en a d'autres. Il y a une qui est en logiciel libre, c'est webconfig. Non. Webconfig, c'est mon truc à moi. Moi, j'ai oublié le nom. Bon, il y en a un troisième qui est packagé en Debian et qui est un peu lourd, je trouve, en fonctionnement. En fait, qui fonctionne en Perl. Donc c'est un langage, alors c'est pas du PHP, c'est du Perl, c'est pareil. Donc, mais par contre c'est bon, je pense que c'est assez bien développé. Donc il y a cette possibilité là de panneaux de configuration pour installer un serveur. Et autrement, moi ce que je fais, c'est... Alors je fais pas comme ça évidemment. Alors, bon. Moi, j'utilise un serveur, donc je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà. J'ai donc pareil, au départ j'ai un serveur, il n'y a rien dedans à part Debian. Donc, et je déroule une recette d'installation automatique. Voilà. Alors, on va dire qu'elle n'est pas parfaite à 100%, mais
au moins c'est toujours la même chose qui est exécutée sur le serveur pour l'installation. Donc la recette c'est au langage Puppet. Alors il y a d'autres systèmes, hein. Il n'y a pas que Puppet, il y en a un qui est plus connu, qui s'appelle Ansible. Là en fait c'est plus à base de scripts, ça se rapproche plus des scripts qu'on connaît pour l'exécution. Là c'est un langage qui part de Ruby, le langage Ruby au départ, et ensuite, bon, ça c'est un langage Puppet et à moitié du. Il y a des parties en Ruby qui sont. Il n'y a pas besoin d'apprendre le Ruby, hein. Faut apprendre le Puppet et qui est un langage à lui, mais c'est quand même une descendance par rapport au Ruby. Là, c'est plus accessible par rapport à plus de monde. Par contre, en cible, c'est un peu plus lourd à s'utiliser, du moins dans le fonctionnement standard, parce que il est plus lent à s'exécuter parce il envoie toute sa configuration à chaque fois, comme ça à travers Internet. Il compile un gros fichier, il l'envoie et il l'exécute là. Alors peut-être la différence c'est qu'il va télécharger. Il y a aussi une compilation, mais je pense que c'est plus léger. Et ensuite, voilà, les deux exécutent des actions sur le serveur pour configurer. Là, ça peut être, c'est plus prévu pour être exécuté sans arrêt. Puppet se réexécute tout le temps, pour vérifier la configuration. Avec ici, c'est un peu plus délicat. Donc, c'est pas. Non, je préfère largement Puppet, c'est plus solide. Au moins, c'est répétable de façon certaine, alors que là, ça c'est bien pour déployer une application. Moi je m'en sers pour déployer une application. J'ai développé une application d'emailing, hein, qui est faite en Django, langage Django Python. Et en fait, moi j'ai mon application, j'utilise Ansible là, pour envoyer les fichiers sur le serveur, juste les fichiers d'application, le reste est fait par Puppet. Et donc ça me permet de mettre à jour l'application comme ça. Donc je m'en sers aussi, mais pas pour le système, pour l'application. Alors l'application pourrait être mise à jour aussi par Puppet, mais du coup pour le coup j'utilise ça. Bon. Voilà comment ça marche. Voilà pourquoi moi j'utilise ça. Évidemment ça c'est quelque chose qui s'utilise dans le temps, donc ça peut s'utiliser juste un coup pour installer un serveur, mais l'idéal c'est que le serveur soit suivi dans le temps et toujours être maîtrisé et contrôlé par Puppet. Mais au moins que ce soit dans le cas ou dans l'autre, on a déjà des recettes d'installation, c'est propre, et c'est vraiment comme ça qu'il faut faire aujourd'hui pour maîtriser un serveur. Je sais que tout le monde n'a pas le temps d'apprendre tout ça, donc c'est pour ça que je suis là, c'est parce que je connais celui-là. Même celui-là, bon, tu peux apprendre, mais tu n'as pas forcément le temps de t'y mettre, donc ce que je comprends tout à fait. Voilà, mais donc voilà, il y a plusieurs niveaux de qualité en fait. La qualité minimum, enfin, il n'y a aucune qualité d'ailleurs. Les petits mémos à trouver à droite à gauche sur Internet. Le deuxième niveau, c'est les mémos qui sont tout faits, qui sont à peu près bien, que tu peux suivre voilà, pour un serveur. Et ensuite, le troisième niveau, alors, qui est plutôt mettre en parallèle du deuxième, qui est un panneau de configuration où tu n'as pas besoin de maîtriser le serveur vraiment, mais c'est déjà, voilà, c'est déjà bien, au moins c'est fait toujours de la même façon. Ça permet de maîtriser d'une certaine façon, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'il faut les sauvegardes, même ici. Alors ici, je ne l'ai pas mis, évidemment, ici aussi, il faut les sauvegardes. Donc j'ai un serveur de sauvegarde qui vient récupérer la sauvegarde toutes les nuits. Ce serveur-là n'est pas accessible depuis Internet. Par contre, lui, il a accès au serveur à sauvegarder. Donc là, moi j'utilise j'ai un VPN, je passe par un VPN pour y accéder. D'ailleurs, même mes accès admin, SSH, se font aussi par VPN. Voilà, donc j'ai un serveur VPN qui me sert d'intermédiaire pour éviter d'être trop exposé sur Internet.
Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai une liste de contacts. Tu peux t'y inscrire avec le lien qui est sous la vidéo pour accéder à mon serveur Discord, pour recevoir des conseils privés comme ça par email toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ou accéder à des mémos lorsque je fais des mémos ou des tutoriels privés. Donc tout est gratuit, donc tu peux t'y inscrire sous la vidéo, tu peux t'inscrire et t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut chez toi.